En premier lieu, je remercie les gens qui se sont déplacés et que j'ai donc le bonheur de rencontrer. En second lieu, je remercierai mes hôtes. Et je remercierai mes hôtes d'une manière particulière parce que bon, je vais rarement sur Internet parce que ça ne m'intéresse pas, mais bon, il y a un certain nombre de forums où on me retransmet les impressions, les navigations et les délires des uns ou des autres. Et il y a plein de gens qui ne comprennent pas comment quelqu'un qui est sur une ligne radicale d'abolition de l'économie et de la politique se retrouve à accepter des invitations d'une tendance politique qui veut rénover l'économie et la politique. Alors effectivement, je ne suis pas sur la ligne de R, mais j'ai par principe toujours une ouverture d'intelligence et de bonheur à rencontrer des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. La première des choses, au regard de la méthodologie radicale telle que Marx l'a positionnée, c'est de refuser les enclosures mentales, les hémiplégies intellectuelles et les domestications. Donc j'ai plaisir à rencontrer des gens, quelles que soient leurs opinions. Je rencontre des trotskistes, je rencontre des royalistes, je rencontre des centristes, je rencontre des droitistes, je rencontre des gauchistes, je rencontre tout le monde, parce que c'est dans la rencontre plurielle qui découle du mouvement réel que notre pensée avance et que notre pensée montre qu'elle est pensée parce qu'elle accepte justement la confrontation. Donc je remercie mes hôtes, même si nous ne sommes pas effectivement sur les mêmes trajectoires. Donc le sujet aujourd'hui de notre rencontre, c'est la problématique de la crise historique du capitalisme intégral, c'est-à-dire ce que Marx appelle la crise terminale. Cette problématique, elle est à regarder à travers Marx. Et pourquoi à travers Marx? Ça passe d'abord par une compréhension méthodologique qui doit répondre à la question de quel lieu je parle. De quel lieu je parle. Et le lieu dont je parle, c'est le lieu que Marx désigne en trajectoire des présocratiques jusqu'à Hegel par le mouvement réel. Qu'est-ce que le mouvement réel? Le mouvement réel, c'est la réalité des profondeurs, des forces productives de l'histoire, qui n'est pas dans la tête de Francis Cousin, qui n'est pas dans la tête de Karl Marx, qui n'est pas dans la tête de Parménide, qui n'est pas dans la tête de Hegel, mais qui est dans l'objectivité du mouvement réel, réellement existant. Il y a deux types de pensée. Il y a la pensée subjective pathologique et il y a la pensée objective radicale. Il y a des pensées doctrinaires et il y a des pensées qui épousent le mouvement réel. Des présocratiques jusqu'à Hegel et jusqu'à Marx, on considère que le logos critique n'est que l'expression du logos du réel en mouvement. Qu'est-ce que le vrai? Le vrai, c'est pas quelque chose que j'ai dans la tête, une doctrine, une recette, un ajustement que je plaque sur le monde et qui se vérifierait. Ça, ce sont les grandes constructions aliénatoires qui, à partir de Platon et d'Aristote, vont aller jusqu'à Kant. Le lieu du vrai, pour toute cette historiographie aliénatoire de la valeur d'échange en mouvement, le vrai est dans la tête du sujet regardant qui va, adéquatement à ce qu'il regarde, produire un outil de compétence qui va se vérifier. Pour Hegel, pour les présocratiques et pour Marx, le vrai n'est pas dans notre tête, dans la subjectivité narcissique de nos constructions, il est dans le mouvement réel que nous recueillons avec humilité. L'homme, il est homo. L'homme, il vient de la terre, qui est humus, et il est humilis, il est humble. Humble, ça ne veut pas dire qu'il marche à quatre pattes. Humble, ça veut dire que tout son orgueil de radicalité épouse le réel. Autrement dit, avoir une radicalité des profondeurs, c'est comprendre que tout ce qui est vrai est impersonnel, au-delà de toute construction narcissique et subjective, parce que le vrai, c'est la quintessence de toutes les matrices objectives qui font le mouvement réel de l'histoire. Et quelle est la grande ligne de démarcation au sein de la Première Internationale entre Karl Marx et tous les groupes présents qui héritent de toutes les antériorités précédentes, Cabet, Considérant, Owen, Fourier, Proudhon? C'est que Marx dit les positions radicales ne résultent pas d'une pensée qui aurait découvert, qui aurait imaginé, qui aurait construit une recette. Nos positions radicales sont le mouvement réel, conscient de l'histoire, qui se matérialise dans les luttes radicales. L'histoire de l'humanité a connu deux temporalités.
la temporalité des communautés et la temporalité des sociétés. Pendant des siècles, dans les communautés, il n'y avait pas de division, il n'y avait pas de scission, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas d'argent. Les hommes dans la communauté reproduisaient la communauté pour la satisfaction des biens humains de la communauté. C'est les Sioux, c'est les Cheyennes, c'est les Celtes archaïques, c'est les Germains, c'est les Indiens d'Amazonie, tels que Pierre Clastre, pour certains, si vous l'avez lu, a recensé dans un ouvrage qui s'appelle « Chronique des Indiens Guayaki ou la société contre l'État ». La communauté ignore le scindé, la communauté ignore le divisé. Et à partir de la révolution néolithique qui va mettre en marche le mouvement de la valeur en mouvement, vont se créer les divisions, les séparations, les aliénations, les domestications, l'État, l'argent, la religion, l'art. Bref, pendant des millénaires, la communauté a été le lieu humain du non-scindé, et pendant effectivement un certain nombre de siècles, depuis la révolution néolithique, l'homme est aliéné parce qu'il est dépossédé de son humanité, et effectivement, il est dans une situation d'aliénation, puisqu'il est autre que lui-même, c'est-à-dire qu'il est aliénus. Quand les présocratiques vont poser la pensée radicale, Empédocle, Parménide, Héraclite, ils posent la pensée radicale, non pas parce qu'ils ajustent une projection narcissique subjective sur le monde, mais ils comprennent que l'immanence de la communauté est en train de se déstructurer. Et si vous lisez les présocratiques, c'est très pauvre en quantité délayée, mais c'est d'une richesse infinie en concepts concentrés. Héraclite, Empédocle, Parménide, c'est des fragments tout courts. C'est quelques très brèves lignes. Mais ce sont des brèves lignes qui disent toute la richesse du monde, puisqu'ils disent que le vrai, c'est le tout du mouvement qui se déploie en la vie. Chez les présocratiques, il n'y a pas la pauvreté de la fausse richesse aliénatoire des grands systèmes philosophiques qui vont naître à partir de Platon et d'Aristote. À partir de Platon et d'Aristote, vous aurez des arithmétiques, des algèbres, des physiques, des chimies, des poétiques, des rhétoriques. Vous aurez toute une série de cloisonnements aliénatoires où le tout est découpé en fragments séparés. Chez les présocratiques, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'économique, il n'y a pas de poétique, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de physique, il y a le tout du monde. Qu'est-ce que le vrai? C'est le tout du monde déployé dans le non-scindé. Et donc, il y a cette compréhension radicale que le vrai est dans le monde, dans le mouvement organique, objectif et vrai du monde. À partir de Platon et à partir d'Aristote, on part dans un système gigantesque de cloisonnement en savoir séparé qui donne l'impression que c'est riche. Aujourd'hui, quand vous discutez avec quelqu'un, il vous dit « Ah, ça c'est très important, c'est un anthropologue. Ça c'est très important, c'est un sociologue. Ça c'est très important, c'est un homme du scindé, c'est un spécialiste. » Qu'est-ce que nous dit Marx? Qu'est-ce que nous disent Debord? C'est que le spécialiste, l'expert, c'est le règne le plus absolu de l'obscurantisme. Parce que l'expert a un savoir aliénatoire, statique et sclérosé d'une parcelle du monde. Mais la parcelle du monde qui est déconnectée du tout dynamique du monde, c'est un monstre froid, c'est un savoir faux, et c'est la mort en mouvement. C'est la quantité de la mesure aliénatoire du capital en mouvement qui a séparé le monde en champ d'expérimentation, vérification, pour que la valeur d'échange puisse fructifier l'aliénation de notre domestication. Donc il y a une opposition radicale entre les présocratiques et les systèmes philosophiques qui naissent après. Les présocratiques, c'est une philosophie de rupture, c'est une philosophie d'insurrection, c'est une philosophie qui désigne le tout qui est en train de mourir et qui va basculer dans la civilisation, dans la société. Et jusqu'à Kant, la valeur d'échange en mouvement va produire cette grande symphonie de l'appropriation des savoirs sur le monde. Et il faudra attendre la révolution capitaliste de 1789, qui, dans toute son imposture démocratique de la valeur d'échange, va faire sauter toutes les antériorités des disciplines du faux. Et c'est Hegel qui repartira au présocratique. On ne peut pas comprendre Hegel et la subversion radicale de Hegel si on ne comprend pas que Hegel abolit Kant et tous les systèmes antérieurs à Kant en repartant chez Empédocle, Héraclite et Parménide. Et c'est précisément parce qu'il y a ce retour au savoir du tout qu'il y a la subversion dialectique
de la pensée incendiaire, qui remet en cause la totalité des aliénations que l'humanité a effectivement véhiculées et rencontrées. Et Marx, il apparaît à ce moment-là, mais pas parce que Marx est un penseur pensant. Marx apparaît parce qu'il est la formalisation des luttes de classe les plus radicales. J'ai souvent l'occasion de dire, Marx a tout dit. Les gens me disent, Marx a tout dit, il est fou. Pourquoi Marx aurait tout dit? Tout simplement parce que Marx va produire son œuvre, non pas en laboratoire mental narcissique, en disant « moi j'ai trouvé », contrairement à Proudhon, à Considérant et à plein d'auteurs. Lisez, c'est extrêmement important, le texte de Proudhon qui s'appelle « Philosophie de la misère ». Et lisez tout de suite après le texte de Marx qui s'appelle « Misère de la philosophie ». On a là tout ce qui va nous permettre de comprendre le ton contemporain. Parce que dans la première internationale, cette explosion de contradictions antinomiques entre Proudhon et Marx, elle fonde finalement la ligne de démarcation entre vrai savoir radical et faux savoir critique. Proudhon, dans la tête de Proudhon, à travers des expériences, des pédagogies, de l'autodidactisme, a imaginé un système. Proudhon imagine un système. Il veut rétablir les équilibres et il veut que les contradictions du système soient réajustées dans un mutualisme solidaire qui gardera toutes les catégories du capital. Proudhon garde toutes les catégories du capital, mais il veut les rééquilibrer. On aura un salariat rééquilibré, on aura une bourse rééquilibrée, on aura un État rééquilibré. Autrement dit, Proudhon, c'est un capitalisme populaire qui vit sur la mythologie d'un réajustement des contradictions. Marx répond: mais ça n'a pas de sens, parce que précisément, nous ne devons pas construire des systèmes, nous devons épouser la radicalité du mouvement réel, de l'histoire réelle. Et Marx dit, moi j'ai rien inventé. Entre 1844 et 1871, vous avez une Europe qui est à feu et à sang, dans un surgissement insurrectionnel de lutte de classe radicale. Des Canuts jusqu'à la Commune de Paris, en passant par l'insurrection de 48 en France et toutes les insurrections européennes de 48, vous avez une matrice objective de lutte de classe radicale qui n'est pas simplement pratique, mais qui est théorique. Si vous lisez les textes, par exemple, des ouvriers typographes à Paris pendant la Commune de Paris, c'est la tripe qui parle. Qu'est-ce que nous dit Marx? C'est que la pensée radicale, ce n'est pas un cognitif, c'est un jouir tripal, c'est une sexualité émancipatrice. La conscience, il reprend la formule de Hegel. Hegel dit, l'histoire, c'est la nature prenant conscience d'elle-même. Marx reprend cette formule en disant, la conscience radicale, c'est le jouir qui va au bout de son comprendre. Autrement dit, si Marx va aussi loin dans la compréhension radicale des luttes de classe, c'est pas parce que c'est un monsieur qui pense beaucoup, c'est parce qu'il a traduit la radicalité du vouloir jouir, émanciper de toutes ces luttes de classe radicales. Les gens se sont mis en mouvement sur la base d'une longue histoire qui renvoie justement aux communautés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une ligne de démarcation radicale entre les communautés et les sociétés. À partir du moment où la révolution néolithique a mis progressivement en mouvement l'essor aliénatoire de la valeur d'échange, elle a tué le vivre commun. Elle a commencé à fabriquer les suicides, les névroses, les angoisses, les pathologies. Si vous lisez le livre de Pierre Clastre, Chronique des Indiens Guayaki, vous verrez que, alors qu'on est déjà dans une communauté qui est déjà bien érodée, on est dans les années 1975, on est dans la forêt brésilienne, il commence à voir arriver les Coca-Cola et les t-shirts, on n'est pas dans une communauté pure, on est déjà dans une communauté érodée. Mais dans cette communauté érodée, il n'y a pas de suicide, il n'y a pas de pathologie de pouvoir, il n'y a pas de perversion, il n'y a pas de prédation. On est dans un rapport où je et tu sont en harmonie par rapport au cosmos, par rapport à la nature et par rapport à la vie. Donc, dès que la révolution néolithique a cassé ces communautés, l'aspiration à retrouver la communauté a simultanément existé. Dès que la communauté nous a été ravie dans notre ontologie radicale, elle nous a manqué. On a donc dû immédiatement vouloir la retrouver. Donc, dès la révolution néolithique, jusqu'à la Commune de Paris, lutte paysanne, puis lutte ouvrière, le monde a sans arrêt été à feu et à sang d'incendies sociaux pour retrouver la communauté, pour retrouver la vie humaine émancipée. Et
dans le dernier bouquin, je parle énormément de la phase médiévale, avec toutes ces insurrections paysannes dont on nous a dépossédés, parce que bien évidemment, on nous dépossède de notre existence. Au quotidien, on est dépossédé de nos vibrations, on est dans la prostitution du salariat organisé, notre vie nous est confisquée. Mais qu'est-ce que dit Marx? C'est que notre mémoire nous est confisquée, notre longue histoire nous est confisquée. Les gens ne savent plus que pendant des siècles, 10e, 11e, 12e, 13e siècle, Périgord, Bretagne, Alsace, des luttes paysannes incessantes ont voulu restaurer la communauté contre l'État, contre le fiscalisme, contre la bourgeoisie et contre l'Église pour retrouver une vraie communauté. Je parle en particulier de cette fameuse croisade des Pastoureaux, sur laquelle peu de gens ont travaillé, mais qui est décisive. Pendant que Saint-Louis est prisonnier après la bataille de la Mansoura, vous avez une insurrection paysanne en France qui voit des dizaines et des dizaines de milliers de paysans se mettre en mouvement en disant « Mais si Saint-Louis est prisonnier, c'est que justement les croisades des nobles, les croisades du pouvoir sont des impuretés financières, sont des impuretés de pouvoir. Nous voulons réaliser le royaume du Christ sur terre, le vrai royaume du Christ sur terre, sans État et sans argent. » Engels a écrit un très gros bouquin qui est dense, mais que je vous conseille, qui s'appelle « La guerre des paysans ». Au moment de la réforme protestante en Allemagne, vous avez eu de l'Alsace jusqu'en Silésie, du Jutland jusqu'en Bavière, des centaines de milliers de paysans qui ont pris les fourches et qui ont pris les faux pour réaliser le communisme sur terre. Mais toute cette histoire-là, on nous l'a volée, on nous l'a confisquée dans la longue historiographie du capital à travers le crétinisme universitaire et scolaire. Et c'est pas un complot, c'est une immanence de la marchandise. La marchandise doit nous aliéner en faisant qu'il y ait rupture entre nous et notre histoire des profondeurs. Donc, quand la révolution capitaliste de 1789 en France, de 1648 en Angleterre se met en mouvement, et qu'elle détruit ces communautés paysannes, parce que, juste une petite parenthèse, il faut que vous sachiez, et ça, bon, je l'explique assez longuement, que toute l'histoire s'est faite, en particulier en Occident, autour d'une problématique à la fois historique et foncière, qui est celle des communaux. Quand les invasions germaniques se sont répandues sur la décadence de l'Empire romain, les tribus germaniques de la forêt, ce que Engels et Marx appellent la marche germanique, ont fait fructifier sur la totalité du continent européen ce qu'on a appelé les communaux. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, la vie rurale a tourné autour d'une appropriation foncière communiste qui ignorait la propriété privée. Et du baptême de Clovis jusqu'en 1789, on assiste au rétrécissement programmé continu des communaux. C'est-à-dire que la propriété privée s'empare progressivement des terres, alors que les terres étaient bien communs. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel bled du Gévaudan ou dans n'importe quel bled de Normandie, vous avez un coin que les gens appellent encore les communaux. C'est la vaste souvenance qu'il y avait effectivement des zones communales. Et les paysans n'ont pas quitté la terre pour aller dans l'exil concentrationnaire usinier par bonheur. Un matin, les paysans n'ont pas dit « c'est génial, on part à la ville ». Il y a eu une guerre d'expropriation radicale. Marx explique qu'avant qu'il y ait une révolution industrielle, il faut qu'il y ait une révolution agricole. Et cette révolution agricole, si vous lisez le livre 1 du Capital, dans son dernier chapitre, c'est ce que Marx appelle l'accumulation primitive, c'est la déportation sanglante des paysanneries d'Europe. Sous Henri VIII, on marque les paysans au fer rouge, on leur coupe le nez, on leur coupe les oreilles, on va remplacer les communaux paysans par de gigantesques herbages à moutons pour que les filatures aient leurs matières premières. On va donc déporter des centaines de milliers de paysans que l'on massacrera. Et Cromwell fera la même chose en Écosse et fera la même chose en Irlande. On vous parle assez souvent de l'esclavage noir dans les plantations américaines. On ne vous dit jamais qu'il y avait des centaines de milliers d'esclaves blancs dans les plantations américaines, écossais, irlandais, déportés par la démocratie anglaise du capital. Donc, on a fait la même chose en France en 1789, puisque, en abolissant les privilèges, en abolissant la loi Le Chapelier, on a du même coup aboli les pratiques communautaires. Ce qui fait qu'au terme de cette révolution agro-industrielle qui avait appauvri la paysannerie, le paysan à qui il restait 2 cochons ou 2 vaches, mais qui les faisait vivre sur les communaux, à partir du moment où les communaux étaient confisqués dans un système d'appropriation, il n'avait plus rien pour ces bêtes. Et qu'est-ce qui lui restait? Le départ à la ville.
Donc il faut bien comprendre que pendant des siècles de paysannerie, on a eu une insurrection continuelle sur le continent européen de résistance à la montée en puissance de la modernité à la fois capitaliste, financière et étatique. Donc, quand la paysannerie expropriée et expulsée des campagnes s'est retrouvée à la ville, elle a transmis le flambeau incendiaire qui existait depuis la révolution néolithique dans ses luttes incessantes. Et 1848, 1871, ce sont des prolétaires en armes dans les rues des villes qui reprennent le flambeau de leurs arrière-arrière-grands-parents qui, au moment de la Fronde, avaient pris les fourches et les faux. Vous savez qu'il y a eu de gigantesques émeutes au moment du règne de Louis XIV, ce qu'on appelle la Fronde. C'est une révolution qui a failli déboucher, mais comme les conditions historiques en France n'étaient pas aussi matures qu'en Angleterre, ça a échoué. Donc la Fronde n'a pas abouti. Mais c'était en quelque sorte une répétition générale de la révolution capitaliste de 1789. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que dit Marx dans une lettre à Rugue. Il lui dit, contrairement à tous les doctrinaires, les socialistes, contrairement à tous les doctrinaires socialistes qui inventent des systèmes de nouvelles répartitions, nous ne faisons que traduire le vieux rêve de l'humanité depuis que la révolution néolithique a cassé les communautés, vieux rêve qui n'a pas cessé dans les insurrections paysannes, puis dans les insurrections ouvrières, de se matérialiser. Et quel est le projet communiste? Le projet communiste n'est donc pas une construction, c'est notre fibre tripale. Nous sommes tous des êtres dont l'être générique est amené dans un besoin infini à être en relation avec l'autre. Nous sommes profondément communiés dans notre racine tripale. La solitude est par essence l'anti-humanité. Donc nous aspirons à une communauté humaine de relations vraies. Dans le monde actuel, du couple à la famille, en passant par toutes les relations humaines, c'est le marché narcissique des représentations échangistes. Tout est représentation échangiste. Et ça, c'est l'humanité terrifiante. C'est la désolation, c'est l'inhumanité absolue de notre vivre à nous-mêmes. Et ça a pris aujourd'hui dans le capitalisme intégral une forme absolument paranoïaque, parce que dans la schizophrénie des villes contemporaines, pour la première fois, nous sommes des humains dans l'inhumanité la plus absolue. Nos grands-parents, même aliénés par une structure sociale aliénatoire, avaient encore des partitions d'humanité dans un vivre villageois, dans un vivre, le bistrot dans la manufacture où les gens se retrouvaient. Il y avait des vivres collectifs qui marquaient encore l'humanité. Nous sommes entrés aujourd'hui, dit Marx, dans le capitalisme intégral de la schizophrénie absolue. Mais même si nous sommes là-dedans, nous sentons tous en notre tripe que ça ne va pas. Et ce n'est pas un problème de revenus. Même que mes revenus soient résiduels et dérisoires, ou que j'ai un poste dans la banque machin, mes relations humaines sont vides. Mes relations sexuelles sont vides. Mes relations à la nature sont vides. Mes relations culinaires sont vides. Je vis dans l'absolue vacuité de l'insipidité du capital. Et ça, Marx le prévoit, parce que Marx n'écrit pas le Capital pour ce qu'il voit au XIXe siècle. Il anticipe tout ce qui va se passer aujourd'hui au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un détail de l'ingénierie sociale du capital, de la cybernétique, de l'informatique, de la robotisation, qui n'ait été prévu par le livre 2 ou le livre 3, parce que Marx n'a effectivement pas analysé la biologie du capital, il a anticipé et prévu sa nécrologie. Donc quand je dis que Marx a tout dit, c'est parce que quand on prend la peine de le lire en profondeur à travers les groupes radicaux, parce que très vite après Marx, vous avez eu la social-démocratie et le bolchevisme. La social-démocratie, comme le bolchevisme, c'était des projets de maintenance du salariat, de l'État et de l'argent. Marx, tout de suite, à partir du moment où il a compris ce qui se passait, c'est-à-dire que le capital dévore tout, que le capital retourne tout, que le capital digère tout, n'a pas cessé de dire « tout ce que je sais, c'est que moi, je ne suis pas marxiste ». Qu'est-ce que ça veut dire? Marx dit « je ne suis pas marxiste ». Ça veut dire que dès que Marx produit cette radicalité critique qui fait qu'à partir de la Commune de Paris, on sait qu'il n'y a qu'un seul projet d'émancipation humaine, l'abolition de la politique, l'abolition de l'économie, la destruction de l'État, la destruction de l'argent, il va y avoir effectivement, et comme pour le Christ, une réadaptation aliénatoire. Quand vous lisez les évangiles, vous lisez un texte de radicalité dans l'amour de l'être. Vous vivez un incendie contre les marchands du temple de la marchandise. Le Christ n'a pas fondé une église institutionnelle pour qu'à la droite de l'empereur, il y ait des évêques qui fassent fonctionner l'aliénation domesticatoire. Le Christ n'a pas créé une église étatique.
Il a appelé à l'insurrection d'une assemblée d'amour contre toutes les sphères d'argent et contre tous les royaumes du monde du pouvoir. Calvin se réclame du Christ. Calvin se réclame du Christ. Calvin, c'est le VRP de la Banque genevoise. Quel rapport entre Calvin et le Christ? Si ce n'est qu'il faut dénaturer le Christ et que le calvinisme est l'antithèse de l'assemblée radicale du Christ évangélique. C'est pareil pour Lénine et c'est pareil pour la social-démocratie. On va utiliser le renom Marx pour faire exactement le contraire de ce que Marx avait dit. Marx a toujours dit que l'émancipation du prolétariat sera l'œuvre de l'automouvement du prolétariat. Qu'est-ce que disent les sociodémocrates? Qu'est-ce que disent les léninistes? La classe ouvrière, c'est de la merde trade unioniste. Elle est incapable d'avoir une conscience radicale. Il faut créer un parti de spécialistes, des spécialistes qui viennent de la couche moyenne intellectuelle. Parce que l'ouvrier est spontanément trade unioniste. Ça veut dire qu'il est indécrotablement réformiste. Donc, les grandes impostures du XXe siècle, la social-démocratie et le bolchevisme, sont aux antithèses absolues de ce qu'a dit Marx. Il y a donc un travail radical de réappropriation de Marx à faire, comme il y a un travail de réajustement à la pensée du Christ. Les évangiles sont aux antipodes de toutes les églises d'argent, et Marx est aux antipodes de tous les partis et de tous les syndicats qui ont voulu reproduire l'économie politique. Le sous-titre du Capital, c'est « Critique de l'économie politique ». C'est-à-dire que, du début jusqu'à Proudhon, tout le monde fait de l'économie politique, c'est-à-dire qu'on vous propose de transformer, de rénover, de réajuster, de peindre, de moderniser l'argent, l'État, la politique, l'économie, la géopolitique, toutes les sphères d'aliénation qui nous encasernent et qui font de notre quotidien une domestication esclavagiste. Marx dit, pas parce que ça sort de sa tête, mais parce que c'est l'expression des luttes de classe les plus radicales, abat tous les partis, abat tous les syndicats, l'émancipation de l'humanité sera l'œuvre de l'humanité elle-même, non pas pour modifier l'argent, mais pour détruire l'argent et pour détruire l'État. Parce que l'État et l'argent ne sont pas des structures neutres, ce sont des structures d'aliénation par essence. Alors je vois, il y a toujours le monsieur subjectif qui veut faire un cours et qui dit, mais il ne faut pas confondre l'argent et l'usure. Il faut lire Marx. Marx a expliqué tout ça. Il n'y a pas d'usure s'il n'y a pas d'argent. L'usure n'est pas sortie un bon matin d'un champignon parachuté sur un continent désolé. L'usure est la mécanique du crédit aliénatoire à partir de l'argent. Et l'argent n'est pas un outil neutre. L'argent n'est pas un objet qui est posé là, qui pourrait avoir des utilités positives et des utilités négatives. L'argent, avant d'être un étalon monétaire et avant d'être un moyen d'échange à partir de la quantification de la valeur qu'il y a dans les marchandises, est une relation aliénatoire historique. Il est d'abord une relation aliénatoire historique. Dans les communautés traditionnelles, il n'y a pas d'échange. Je produis en fonction des besoins que la communauté a besoin de produire. À partir du moment où il y a troc et à partir du moment où il y a échange, le produit s'échappe. Et l'argent vient sanctifier l'aliénation de cet échappé dans le temps et dans l'espace. Donc l'argent est par essence une dynamique aliénatoire qui nous échappe, et ensuite il devient un étalon et ce moyen d'échange. Mais toute cette idée qu'on retrouve à la fois dans le proudhonisme libertaire et dans la catholicité sociale, l'argent ne doit pas être un maître, il doit être un serviteur. Mais c'est une clouderie méthodologique, ça n'a pas de sens. L'argent ne sera jamais un serviteur, parce que quand j'ai de l'argent, c'est pas moi qui ai de l'argent, c'est l'argent qui me possède. Et le grand travail de Marx, c'est d'avoir montré qu'il n'est pas possible d'envisager une construction sociale humaine à partir du moment où il y a l'argent. Non pas parce que l'argent serait quelque chose de sale en soi, même s'il est sale, mais parce qu'il est d'abord la sanction de mon aliénation dans le temps et dans l'histoire d'une production qui m'échappe. Et c'est ça le grand débat. Proudhon, Marx, avant Marx, tout le monde est dans la recomposition aliénatoire de l'économie politique. À partir de Marx, se mettent en mouvement des groupes radicaux qui comprennent que le problème, c'est la critique de l'économie politique. Ce n'est pas le réaménagement de l'aliénation marchande, mais c'est son abolition. Alors, à partir de là, on a deux plans méthodologiques à creuser. Le premier, les positions de Marx et les positions des groupes radicaux. Parce qu'après Marx, quand se crée la social-démocratie et quand se crée le bolchevisme,
Peut-être avez-vous entendu parler de Rosa Luxembourg, d'Anton Pankow, de Gorter. C'est-à-dire qu'après Marx, vous avez des groupes ultra-minoritaires que, bien évidemment, l'historiographie du crétinisme universitaire ne vous apprendra jamais, mais qui sont des phares décisifs. C'est-à-dire que, je dis souvent, Charles Maurras ne savait même pas que Lénine existait. Il y avait déjà des groupes radicaux qui se réclamaient de Marx, qui dénonçaient le capitalisme d'État bolchevique, qui n'existait pas encore, mais qui allait nécessairement survenir parce que les théories de Lénine étaient structurellement capitalistes d'État. Dans les années 30, vous aviez des groupes radicaux comme l'Union communiste internationale ou le groupe Bilan, qui, alors qu'ils étaient ultra minoritaires, comprenaient que ce gigantesque cataclysme fascisme-antifascisme allait engager la Deuxième Guerre mondiale, qui allait massacrer des millions de prolétaires, marchandises humaines excédentaires, comme on allait massacrer et détruire toute la production industrielle excédentaire. Et à Barcelone, en 1937, vous n'avez pas deux camps, vous avez trois camps. Vous avez le camp franquiste et vous avez le camp républicain, mais vous avez le camp des barricadiers insurrectionnels que Orwell accompagnera, que Simone Veil accompagnera, et qui dit ni la République, ni Franco, révolution sociale. Donc, il y a toujours eu, dans les grandes phases historiques, la maintenance de ce courant radical qu'on va voir réapparaître dans les années 60 avec Guy Debord et l'internationale situationniste. C'est-à-dire des groupes qui font une critique radicale du capitalisme contemporain, mais en comprenant que le capitalisme contemporain, c'est et le capitalisme libéral occidental et le capitalisme d'État oriental. Et quand en mai 56, la commune insurrectionnelle de Budapest se mettra en mouvement, vous verrez le capitalisme soviétique et le capitalisme américain se mettre ensemble pour, au moment de l'affaire de Suez, exterminer les ouvriers insurrectionnels de Budapest. Donc, il y a toujours des oppositions entre clans capitalistes. Les clans capitalistes s'affrontent, mais les clans capitalistes s'unifient dès qu'il y a une lutte de classe radicale. Après 71, Bismarck et la République qui a supplanté Napoléon III après Sedan se font la guerre. Mais dès que les barricadiers de 1871 prennent le pouvoir dans les rues de Paris, les Prussiens et les Français se mettent ensemble pour massacrer. Et aujourd'hui, alors on y reviendra, plein de gens, dans le prisme subjectif du quotidien, se disent que la Russie poutinienne est beaucoup moins dangereuse pour l'essor de nos émancipations éventuelles que le capitalisme américain. Mais ne vous y trompez pas. Si demain les prolétaires de Budapest se remettent en mouvement, Obama et Poutine fusilleront ensemble les prolétaires insurrectionnels de Budapest. Parce que toutes les classes capitalistes, malgré toutes les guerres qui les opposent pour se partager les marchés et les règnes de pouvoir sur la terre, quand le prolétariat se manifeste, le prolétariat, on le massacre. C'est pour ça que tous ces groupes radicaux, depuis Marx, en passant par Rosa Luxembourg jusqu'aux situationnistes, ont toujours dit, à propos de la Palestine, comme à propos de toutes les latitudes du monde, la seule ligne révolutionnaire, c'est zéro État. Zéro État. Parce que demain, quand la bourgeoisie palestinienne, si un jour un accord dans 10 000 ans se faisait avec l'entité sioniste, obtenait un État, est-ce que vous croyez que quand il y aura une grève dure à Gaza ou à Jéricho, la police palestinienne ne bastonnera pas les ouvriers insurrectionnels? Ce que nous ont appris les groupes radicaux, c'est que tout État est pourriture par essence. Tout État est pourriture par essence, et l'émancipation radicale présuppose l'éradication de tous les gangs étatiques. Et Rosa Luxembourg, en 1905-1910, avait pour projet, contre le léninisme, de montrer que toutes les luttes de libération nationale sont des luttes capitalistes. Regardez ce qu'est devenu l'Algérie. Rosa Luxembourg avait raison. Vous croyez que la bourgeoisie FLN, elle est plus tendre quand elle casse la tête des grévistes que le colonisateur? L'émancipation est contre tous les États parce que l'État est par essence une machine capitaliste d'oppression. Donc ça, c'est le premier plan qui est décisif. Maintenant, le deuxième plan, je me dépêche, j'en arrive au problème de la crise. Alors pourquoi Marx a tant travaillé la crise? Il a travaillé la crise parce que l'histoire n'est pas faite de volonté subjective. Le grand prisme narcissique, c'est le libre arbitre. Les gens veulent être libres,
les gens veulent avoir une volonté narcissique, ils veulent dire « moi j'ai une volonté, je peux ». C'est-à-dire qu'à tout moment, les gens vous disent « mais je veux participer à l'histoire ». La volonté humaine, elle existe. Alors Marx dit oui, la volonté humaine, elle existe, mais elle n'existe que pour autant qu'elle épouse les contradictions historiques du temps et qui font qu'elle est adéquate à la ligne déterministe de ce qui produit ce temps. Hannibal était un général absolument incroyable en matière stratégique. Il avait une volonté de faire. Mais quand la dialectique historique des forces productives, de la recomposition du bassin méditerranéen autour de l'impérialisme de la rente foncière romaine a pris effectivement son essor et que dans le déterminisme historique, Carthage a été balayée, malgré toute la volonté géniale et stratégique de Hannibal, à la bataille de Zama, Scipion l'a écrasé. Ce n'est pas la volonté subjective des nombrils narcissiques qui fait l'histoire. Ce qui fait l'histoire, même si les volontés humaines existent, c'est la matérialité historique. Alors vous avez toute une série de gens qui fantasment sur la maçonnerie et les lumières marchandes. Ils ont raison. Marx en parle constamment. La maçonnerie est l'espace idéologique des lumières marchandes en mouvement. Mais 1789 n'a pas eu lieu parce que la maçonnerie a pris le pouvoir. 1789 a eu lieu parce que la rente capitaliste en mouvement qui avait depuis des siècles corrodé, usé et abîmé la rente foncière féodale, à un moment donné, a fait de la franc-maçonnerie le corpus idéologique de son pouvoir. Mais c'est le pouvoir de l'argent en mouvement qui a fait le pouvoir de la franc-maçonnerie, c'est pas le pouvoir de la franc-maçonnerie qui a fait le pouvoir de l'argent. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la matérialité historique en mouvement organise des volontés en mouvement. Mais ces volontés en mouvement, quand elles ne sont plus au diapason du développement historique, c'est fini. À Waterloo, Napoléon a en capacité stratégique 100 fois plus de pertinence et de vision pointée que Wellington. Mais on est à un moment de recomposition de toutes les dialectiques des forces productives économiques du continent à travers la fin de la campagne de Russie, les effets du blocus continental qui a échoué, et au niveau des forces productives de l'histoire, malgré tout le génie et la volonté de Napoléon, c'est fini. La volonté ne fait rien si elle n'épouse pas les conditions objectives historiques. Donc, je ne fais pas l'histoire parce que je veux la faire, je fais l'histoire parce que le vouloir que j'incarne à un moment donné traduit le déterminisme historique des forces productives de l'histoire. Et l'histoire a un sens. Vous avez plein de gens qui vous disent « Ah, l'histoire n'a pas de sens ». Ben, si l'histoire n'a pas de sens, elle n'a pas de signification. L'histoire a un sens. Et l'histoire a un sens parce que ce qui était au début ne pouvait pas être à la fin et réciproquement. Le mode de production capitaliste ne pouvait pas surgir de la fin de l'Empire romain en décomposition. Le mode de production capitaliste ne pouvait surgir que de la décomposition du mode de production féodal, qui lui-même n'a pu surgir que de la décomposition du mode de production esclavagiste. On ne peut pas dire, bah tiens, puisque l'histoire n'a pas de sens, on met le capitalisme entre la décadence romaine et la Renaissance. L'histoire a un sens, c'est le sens du développement des forces productives de l'histoire qui, depuis la révolution néolithique, fait que tout se tient. Il y a Wall Street dans la révolution néolithique, et si aujourd'hui j'analyse Wall Street, je comprends que Wall Street découle du développement des forces productives du premier troc de la révolution néolithique. Le problème, c'est qu'il faut lire, il faut creuser, et il faut sortir du prisme narcissique. Bon, moi, je ne vais jamais sur les forums parce que c'est insupportable, mais j'ai des tas de correspondants qui m'en parlent. Vous avez un fatras d'angoisse qui se déverse en subjectivité délirante. Chaque pingouin sait l'histoire du monde, même s'il n'a rien lu, même s'il ne connaît rien. Alors, moi, j'estime que, moi, je pense que, mais on s'en fout de tout ça. Et moi-même, je me fous de ce que pense Cousin. Cousin, il ne pense rien. Cousin, il prend l'automouvement de l'histoire, et avec humilité, il comprend que c'est le développement historique des luttes de classe qui a fait ce mouvement-là. Moi, je n'ai rien à vous dire, je n'ai rien à vous apprendre. Tout est en vous, dans la relation historique impersonnelle qui, depuis la révolution néolithique jusqu'à aujourd'hui, a fait l'histoire réelle des hommes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a deux fers, dit Marx. Il y a le fer utile et il y a le fer inutile. Qu'est-ce que les groupes radicaux qui avaient tout prévu en 1930 ont fait? Il y a des phases de repli révolutionnaire et il y a des phases d'essor révolutionnaire. On est à Barcelone, on est en 1937, et les groupes radicaux voient la commune insurrectionnelle de Barcelone, les collectivités paysannes et ouvrières qui avaient aboli l'argent, se faire massacrer par le camp républicain. On va vers la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on peut faire des tas de choses qui vont aboutir
dans le sens du vent aliénatoire de la recomposition capitaliste. On peut s'engager dans un camp, on peut s'engager dans un autre. On peut faire tout ce qu'on veut, et n'importe qui peut le faire. Sauf que si je suis dans une problématique de pensée radicale, à l'époque, comme le font ces groupes-là, je sais que la seule chose à faire, c'est, avec modestie et humilité, anticiper la prochaine crise révolutionnaire, qui n'aura lieu peut-être que dans les années 1950 et 1960. Donc je fais le travail d'armement théorique du jalon de conscience qui anticipe, qui comprend la défaite, et qui prévoit le ressurgissement. Les groupes en 68 qui étaient dans les comités pour le maintien des occupations. Vous avez 10 millions de grévistes en 68. La gauche du capital, l'extrême gauche du capital, tous les partis, tous les syndicats cassent la grève. Il faut absolument que le prolétariat reprenne le boulot. Ces 10 millions de grévistes, il faut tuer le mouvement. En 68, on est au début de la crise qui mène à aujourd'hui au niveau de la crise terminale. Vous avez des groupes radicaux qui comprennent bien que là, en 68, le mouvement va être écrasé, parce que tant que le capital est en essor de lui-même, il écrase les luttes. Il a écrasé la Commune de Paris, il a écrasé 68, pas parce que les gens étaient insuffisamment organisés. Ce que nous apprend le déterminisme de l'histoire, c'est que tant que le capital a un essor possible de ses forces productives, toutes les contestations seront nécessairement digérées, cassées et retournées contre elles-mêmes. En 68, vous avez des tas de groupes radicaux qui comprennent que c'est fini. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent le prochain assaut. Et les groupes de 68-70, qui avaient été le plus à la pointe du combat radical pour la grève sauvage de 68, ont commencé à faire tout un travail qui permet par exemple à ce qu'aujourd'hui, vous découvriez les commentaires sur la société du spectacle de Guy Debord, qui a anticipé le 11 septembre. Guy Debord, quand il a analysé l'attentat de la gare de Bologne au moment du mai 68 rampant, il a fait un gigantesque travail méthodologique d'anticipation, et nous sommes dans l'état terroriste permanent. Et il l'a analysé, et il l'a écrit en 88. Donc, il y a des phases de repli où il faut simplement faire armement théorique. Et c'est au moment où la crise réactive les contradictions du capital qu'à ce moment-là, on peut avoir une audience. Mais en période non révolutionnaire, qu'est-ce qu'on peut avoir comme audience? Ben, une audience non révolutionnaire. Ce n'est pas notre désir qui fait la phase historique. C'est la phase historique qui donne à notre désir la possibilité de s'incarner. Et là, on en arrive à la phase décisive qui nous permet de poser le problème de la crise terminale. Le capital, j'ai la révolution néolithique qui met en mouvement la valeur d'échange. Et cette valeur d'échange va travailler dans des systèmes féodaux, dans des systèmes d'ancien régime, qui vont, quand l'État va s'unifier, s'organiser de manière déployée, puisque vous savez tous que l'État monarchique central n'a pu vaincre les féodalités qu'en s'appuyant sur la bourgeoisie. C'est donc les anciens modes pré-capitalistes qui ont permis l'émergence du capitalisme à partir des révolutions médiévales du XIIIe siècle en Italie. Le capital, à partir du XIIIe siècle, il se met en mouvement. Il va connaître des centaines et des centaines de crises. La crise permet, par les contradictions qu'elle pose dans le vécu des gens, de faire surgir des radicalités. Mais tant que le capital est à même de résorber sa crise pour produire un mouvement ultérieur de développement plus significatif, le mouvement de subversion sociale est condamné. Chaque fois qu'un mouvement de subversion sociale émerge, parce qu'il y a une contradiction au niveau de la crise du capital, le capital, comme il est en plein développement, il fait un nouveau bond et il écrase la lutte, bien évidemment parce qu'il y a les manipulations politiques et syndicales de la police capitaliste dans les usines, mais ça c'est un effet subséquent. Il écrase d'abord le mouvement parce qu'il a des capacités de développement. Et c'est ce que dit Marx par rapport au blanquisme. La Commune de Paris aurait été mieux organisée, elle aurait tenu 2 jours de plus. La Commune de Paris n'a pas échoué parce qu'elle n'a pas été suffisamment militarisée. La Commune de Paris a échoué parce que les conditions historiques de l'époque faisaient qu'on était en plein développement du capital et qu'elle était condamnée à être digérée, invalidée et annihilée. Donc Marx fait tout un travail sur les crises en montrant que le capitalisme est en crise permanente, mais que c'est que la crise finale, la crise terminale, qui permet le surgissement révolutionnaire de l'humanité émancipée. Marx dit « Jamais un mode de production ne peut être invalidé
tant qu'il n'a pas produit toutes les forces productives d'aliénation qu'il est susceptible de contenir. L'Empire romain ne s'est pas écroulé au 5e siècle parce que les empereurs étaient fous. L'Empire romain ne s'est pas écroulé parce que les Romains étaient fatigués de défendre les murailles de Rome. Il s'est écroulé parce que la crise de la rente foncière dans le développement du mode de production avait court-circuité tous les rouages de reproduction du système autour de ce que l'on appelle les latifundia, et qu'à partir de là, l'Empire romain n'avait plus aucun essor. Autrement dit, une structure sociale meurt parce que les conditions objectives matérielles de sa reproduction ne peuvent plus reproduire les conditions de sa matérialité. Et c'est pareil pour le capital. Le capital, comme tous les modes de production, est structuré sur des lois contradictoires. Et la loi essentielle que Marx a mis à jour, c'est la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Quand vous avez une crise, les économistes regardent la circulation. Alors, on se masturbe à l'infini à l'écume des choses sur la proportion entre la consommation et la distribution. On se positionne sur le marché qui est saturé. On travaille la problématique du déséquilibre dans la circulation. Marx, qui à l'époque avait relu Hegel, travaille sur apparence, essence, concept. Il y a l'écorce des choses, et l'écorce des choses, c'est le savoir du crétinisme universitaire de la marchandise. Toutes les disciplines aliénatoires du capital, sociologie, anthropologie, économie, psychanalyse, tout ce que vous voulez, toutes les merdes aliénatoires du faux savoir de la marchandise, travaillent sur l'écume des choses. Et en particulier, les savoirs aliénatoires de l'économie officielle ne travaillent que là-dessus. Marx va mettre à jour une loi organique, une loi fondamentale, qui est celle de la baisse du taux de profit. C'est-à-dire que ce qui fait la temporalité du capital, c'est une temporalité en deux séquences. La temporalité du capital, c'est le temps de travail nécessaire et c'est le temps de surtravail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un humain asservi à la prolétarisation de l'existence travaille dans une entreprise, sa temporalité se décompose entre le temps de reproduction de sa force de travail, ce qui lui est payé sous la forme salariale, et un surtravail qui ne lui est pas payé et qui structure l'histoire de l'exploitation. L'exploitation, c'est le fait qu'il y a toujours un incrément de valeur qui n'est pas rétribué. Et donc, Marx met à jour le fait que seul le travail humain exploité produit de la valeur. La machine ne produit pas de valeur, la machine ne produit que par son usure la valeur que lui a donnée le travail humain qui l'a construit. Une machine, elle vaut une valeur qui s'épuise dans son temps d'usure, qui n'est pas manipulable par l'aliénation fétichiste du salarié employé qui, lui, peut travailler plus. Donc, le capital ne vit que par le travail humain exploité, mais il vit sur un théâtre mondial de concurrence qui fait que le taux de productivité doit constamment croître parce que par le taux de productivité, les marchandises en contenant moins de valeur vont coûter moins cher et vont donc pouvoir, sur le terrain de la concurrence, gagner du terrain par rapport aux concurrents. Donc, il n'y a que le travail humain qui produit de la valeur, mais sur le terrain concurrentiel, je suis constamment obligé de recourir à de plus en plus de machines pour avoir un taux de productivité qui me permet de vendre moins cher et donc de vendre plus. Cette contradiction, dit Marx, elle est explosive pour le capital. Il est donc obligé, puisque son taux de profit baisse constamment, d'augmenter la masse. Et c'est cette augmentation de masse qui constamment sature le marché et fait les crises de surproduction. Quand j'ai une crise d'Ancien Régime dans un mode pré-capitaliste, c'est parce que j'ai eu une saisonnalité au niveau climatique qui a merdé, il n'y a pas de blé. C'est une crise de sous-production. L'identité foncière du capital en crise, c'est la surproduction. Mais la surproduction, elle ne vient pas de la folie des producteurs. Elle vient d'une loi structurelle, organique, dans la logique d'inhumanité du capital. Il est obligé de constamment produire plus, et puisqu'il produit plus, il a de moins en moins de profit en taux. Il est donc obligé de le compenser en ayant de plus en plus de profit en masse. Ce qui fait qu'on a des saturations de marché périodiques. Et le capital, régulièrement, pour éponger ces saturations de marché, organise de vastes restructurations militaires où il détruit les forces productives matérielles excédentaires et les humains excédentaires
puisque notre humanité salariée fait de nous simplement des forces productives. Et quand les forces productives excédentaires sont excédentaires, on détruit des milliers d'usines et des millions d'hommes. Et on redémarre. Mais on redémarre à un taux de contradiction encore plus élaboré. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la crise, dans le cadre du mode de production capitaliste, ce n'est pas la réitération du même. C'est toujours la réitération du plus vaste, du plus lourd, du plus contradictoire et donc du plus explosif. Et il y a donc un moment historique, comme le mode de production esclavagiste s'est effondré, comme le mode de production féodal s'est effondré, il y a un moment historique qui s'appelle la crise terminale, où la loi contradictoire du capital, à partir de cette problématique travail humain, travail machinique, devient absolument insupportable. Alors vous avez aujourd'hui des gens qui n'ont pas l'humain, qui vous disent « Oh mais le capital va remplacer tous les humains par des robots ». Sauf que du point de vue de la loi organique du capital, c'est impossible. Chaque fois qu'un secteur se robotise à outrance, il est obligé d'aspirer et de vampiriser à la périphérie des secteurs de main-d'œuvre. Plus le capital se robotise, plus il accélère sa crise. Et le problème, c'est que la crise, elle doit s'analyser non pas du point de vue des capitaux partiels, mais du point de vue du capital organique total mondial. Le capital ne pense pas. Les capitalistes ne pensent pas. Ils ont une pensée d'intelligence technique. Ils n'ont pas une pensée d'intelligence ontologique. Donc, si vous avez des secteurs qui surrobotisent, du point de vue du capital total, ça ne fait qu'accélérer la crise. Et c'est parce que justement, on a cette crise de saturation des marchés de plus en plus dingue, qu'on aboutit à ce fameux livre 3, où Marx a totalement anticipé la dématérialisation de la monnaie, la débauche du capital fictif et la débauche du crédit. Pourquoi le crédit? Le crédit est une anticipation de monnaie, c'est une anticipation de plus-value. Étant donné que le marché est saturé, le capital est constamment obligé d'anticiper des ventes qui devraient avoir lieu, mais qui n'auront pas lieu. Donc, Marx a prévu toutes les crises financières et monétaires que nous avons depuis les accords de la Jamaïque, avec le décrochage, les accords Nixon 71, rupture de l'étalon dollar, etc. C'est prévu dans le livre 3, il n'y a rien de neuf. Parce que tout ce que fait le capital aujourd'hui dans sa gestion au quotidien, ça n'est que la manifestation des lois organiques que Marx a découvertes entre 1840 et 1870, parce qu'il était l'expression la plus intelligente et la plus radicale du mouvement ouvrier maximaliste. Donc, il n'y a pas un millimètre de détail du monde contemporain qui échappe à la critique radicale des Grundrisse et du capital, sans même parler de la PMA, de la GPA et de tout ce qui s'ensuit, puisque Marx a prévu, dans le cadre de la compréhension du fétichisme de la marchandise, toute l'horreur absolue contemporaine qui veut que nous soyons des sex-machines, des hommes robotisés, c'est ce qu'il appelle la chosification universelle. Donc, tout a été dit, tout a été prévu, et moi, j'ai rien à dire. Ce que j'ai fait, c'est simplement parce que ça fait plus de 30 ans que dans des tracts, dans des réunions, je fais circuler cette idée-là, les gens m'ont dit, il y a aujourd'hui une vaste fatigue mentale, culturelle et historique à rentrer dans Marx, et donc essayez de nous faire une petite synthèse pour nous expliquer pourquoi il a tout dit. Donc je n'ai aucune originalité, mon travail consiste simplement à vous dire et à vous expliquer pourquoi il a tout dit. Et pourquoi il a tout dit, ça revient aujourd'hui à comprendre des formes essentielles qui nous ramènent à Proudhon. 5 minutes et j'arrête, parce qu'il faudrait des heures. Aujourd'hui, si vous voulez, au summum du fétichisme de la marchandise, au summum de l'impatience narcissique, les gens veulent faire. Le grand truc, c'est qu'ils veulent faire. Alors, ils écrivent souvent qu'ils veulent faire, la plupart du temps, ils font rien. Mais ils veulent faire. Donc, la seule chose qui soit essentielle, c'est de comprendre qu'il y a des choses qui sont décisives. Par exemple, la compréhension de la politique. Vous avez plein de gens qui veulent restaurer la politique. Vous avez plein de gens qui veulent restaurer l'économie. Vous avez des gens qui bossent sur la loi de 73. Vous avez des trucs comme ça. Marx a expliqué tout ça, comme le TAFTA. La loi de 73, elle est dans le livre 3 du Capital comme matérialisation nécessaire des étalons. C'est pas parce qu'un jour des banquiers ont décidé. C'est dans l'immanence du capital. Et la loi de 73, elle était contenue dans le développement déterministe du capital. C'est une loi de nécessité. Le TAFTA, c'est pareil. Le TAFTA passera. De la même manière qu'on ne reviendra pas sur le mariage gay. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une logique incoercible. Alors quand on dit ça aux gens, ils disent « Ah ben s'il y a une logique incoercible, on ne peut rien faire. » Mais non, au contraire.
Montrer qu'il y a une logique incoercible, c'est montrer que tout ce qui se passe n'est pas dû au hasard, mais à la marche implacable de la dictature démocratique de l'argent, telle que Marx l'avait vue. Il n'y a pas aujourd'hui 1 millimètre de votre quotidien qui n'ait pas été analysé en profondeur de radicalité subversive par les textes de Marx et de Engels. Et je le répète, non pas parce qu'ils sont géniaux, mais parce qu'ils avaient décortiqué en tant qu'expression les plus radicales la totalité du cycle historique qui mène à aujourd'hui. Donc, à partir de là, il faut être humble, il faut comprendre la compréhension du concept de crise terminale. Tant que la crise terminale n'a pas eu lieu comme renversement des critères d'objectivité du capital, la révolution n'aura pas lieu. J'aurai donc des moments d'illusion, de recomposition, par lesquels le capital continuera sa marche en avant vers sa propre mort. Mais il y a des millions de choses décisives à faire. Il faut que partout où les gens qui ont compréhension de cette signification historique sont en situation de faire circuler la pensée critique, ils la fassent circuler, et qu'ils la fassent circuler aux antipodes de la domestication dans laquelle on veut nous enfermer. Expliquer par exemple que tout a été tracé par le débat Proudhon-Marx, c'est gagner un temps gigantesque par rapport aux enjeux critiques, subversifs qui vont émerger dans les 10 années qui viennent. Parce que dans les 10 années qui viennent, on va avoir un gigantesque krach commercial, on va avoir un gigantesque krach industriel, on va avoir un gigantesque krach financier. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reproduit le vieux monde à travers des illusions. La politique, par exemple. Il n'y a pas de politique avant que l'État-nation du capital mette en marche le marché national. Il n'y a pas de nation avant que le capital veuille créer cette institution, ce substrat à sa valorisation. Nos ancêtres ont vécu dans des pays. Ils ont vécu dans des terres charnelles. Il n'y avait pas de nation. La nation, Marx dit, elle est née quand le capital a voulu, à travers un État, se créer un marché mondial à partir de marchés nationaux. Et à un moment donné, dans le développement de l'histoire, Marx dit, le cosmopolitisme de la marchandise, le mondialisme totalitaire de la marchandise détruit les nations. Alors bien évidemment qu'il y a des cercles maçons, bilderbergiens, qui planchent sur la destruction de la nation. Mais ce n'est pas eux qui déclenchent la destruction de la nation. Elle est immanente au développement capitaliste de l'homme marchandise universel. La nation a détruit les pays. Et le cosmopolitisme de la marchandise détruit les nations. C'est la marche en avant du capital. Et je dis toujours, ce qui a été détruit ne revient jamais. Vous avez un exemple merveilleux, c'est la Restauration avec Louis XVIII. Vous avez un clan ultra qui veut la Restauration. Ça y est, la République, l'Empire, tout ça c'est fini. Louis XVIII revient, on restaure l'ancienne société. Et ça n'a jamais pu être possible, et ça n'a jamais existé. Il y a eu une charte constitutionnelle, et les biens du clergé et les biens de la noblesse qui avaient été vendus à des bourgeois ont été entérinés, et Louis XVIII n'est jamais revenu sur le passé. On ne revient jamais sur le passé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule ligne de démarcation contre le mondialisme de la marchandise, c'est l'internationalisme ouvrier radical pour l'abolition de l'État et pour l'abolition de l'argent. L'internationalisme, c'est la préservation de toutes nos histoires spécifiques dans nos saveurs spécifiques. Je dis souvent, l'internationalisme, c'est pas mélanger le soja et le camembert. L'internationalisme, dit Marx, c'est la spécificité de toutes nos histoires radicales qui s'émancipent du cosmopolitisme de la marchandise pour faire vivre l'être. Donc demain, s'il y a la commune émancipée, il y aura une fédération mondiale des communes sur une structuration sociale sans État et sans argent, sans travail et sans monnaie, et cette fédération des communes sera articulée sur le fait que nous produirons humainement pour la satisfaction de nos biens humains. Et alors les gens vont dire, qu'est-ce que c'est utopique? Non, ce qui est utopique, c'est de croire que vous pourriez un jour vivre humainement dans une société qui n'est faite que pour vous faire ramper. L'utopie, elle est là. Moi, je ne veux pas ramper. Voilà, je vous remercie.